Salut à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode de Procréativité. Aujourd'hui j'accueille Stan Leloup, surtout connu pour sa chaîne YouTube Marketing Mania, dans laquelle il décortique la psychologie humaine à travers différents films, marques ou personnages fictifs ou réels. Pour citer quelques exemples parmi mes préférés, il nous explique les principes de persuasion de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, les techniques de storytelling de Casey Neistat, comment Fortnite a créé une réelle addiction ou encore comment PewDiePie fait pour contrôler le YouTube Game. L'année dernière, Stan a passé plus de 6 mois sur la rédaction de son livre « Votre Empire dans un sac à dos » qui vient tout juste de sortir et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de l'inviter pour discuter de son processus créatif sur la rédaction de son livre, mais aussi la rédaction de ses vidéos YouTube. On parle entre autres de comment il évite les blocages créatifs, comment il développe sa créativité pour se démarquer de ses concurrents, comment ne pas abandonner ses projets créatifs, etc. Bref, c'est une vraie pépite. Alors petite parenthèse de 15 secondes avant l'épisode, s'il y a des personnes que vous aimeriez écouter sur ce podcast, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo YouTube ou le post Instagram. J'ai reçu beaucoup de suggestions après le dernier épisode avec Stéphane Couchou en message privé sur Insta, mais les commentaires publics me permettent de montrer à la personne que j'invite que vous l'attendez avec impatience. Et en plus, vous pouvez faire ça tout en écoutant l'épisode si c'est pas beau. Allez sur ce, voici ma discussion avec Stan, bonne écoute. Bon bah, salut Stan, bienvenue sur le podcast. Salut Adrien, merci pour l'invitation. Alors j'aurais déjà parlé de toi dans l'introduction, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Yes, donc, je m'appelle Stan Leloup, je suis surtout connu aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, sur laquelle je fais des analyses marketing et j'essaye de comprendre comment analyser différents exemples. L'année dernière j'ai fait PNL, j'ai fait T-Boy in Shape, j'ai fait le jeu vidéo Fortnite, pour comprendre quels sont les principes marketing qui se trouvent derrière, notamment les principes de psychologie humaine qui sont un petit peu universels et que tu peux toi appliquer dans tes propres projets. Donc j'ai aussi mon propre podcast qui s'appelle aussi Marketing Mania et mon site web c'est marketingmania.fr et si les gens sur en live verront les différentes choses que je propose. Mais ma grande proposition de valeur, mon grand cheval de bataille, c'est que le marketing c'est pas juste la pub et le marketing c'est pas juste la surcouche que tu mets après, ça va plus profond que ça, c'est avant tout réfléchir aux besoins des gens et comment est-ce que tu peux remplir à ces besoins. Et aussi utiliser cette psychologie pour capter l'attention et pour vendre ce que tu as à vendre. Donc voilà, tu fais énormément de choses comme ta chaîne YouTube, ton podcast, plus récemment la rédaction d'un livre dont on va parler tout à l'heure. Mais selon toi, c'est quoi vraiment le cœur et l'âme de ce que tu fais et comment est-ce que tu te différencies des autres personnes qui parlent de marketing ? Là où moi je suis fort et là où j'ai commencé à développer un avantage, après j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment sur la compréhension de ces mécanismes de psychologie humaine, c'est là où, notamment sur le domaine du marketing, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te parlent de marketing. Et moi, ma force, c'est ça, tu vois. Je suis pas forcément sur tous les nouveaux hacks, les machins, ça m'intéresse pas trop. En revanche, les éléments plus fondamentaux m'intéressent beaucoup. Et je pense qu'un des éléments où, si tu veux parler plus en termes de force et de faiblesse personnelle, tu vois, moi, une de mes forces, c'est vraiment de pouvoir rester longtemps sur un sujet. C'est une des différences des vidéos que je fais sur YouTube versus d'autres personnes qui te parlent de marketing. La plupart des gens qui te parlent de marketing vont te faire une vidéo où ils vont te parler 10 minutes, ils vont te donner quelques conseils sur comment, je sais pas, vendre plus sur ton site. Et puis voilà, tu vois, c'est fini. Et moi, je suis un peu le gars qui va passer 3 semaines à analyser PNL pour te sortir une vidéo de 25 minutes où je vais aller au fond du sujet. Et c'est un peu là où moi est mon avantage, ou en tout cas mon avantage initial que j'ai commencé à développer. Et au fil du temps, et notamment si tu regardes sur ma chaîne sur l'année 2019, j'ai été de plus en plus sur des analyses qui étaient ultra compliquées, ne serait-ce que tu vois, parce que tu vas analyser PNL, il y a énormément de trucs, en fait, il y a énormément de ressources que tu dois synthétiser. J'ai fait aussi une vidéo sur PewDiePie, c'est le mec qui publie une vidéo par jour depuis 10 ans, tu vois, donc c'est des trucs où il y a énormément de recherche, mais c'est aussi des vidéos où je me dis, il y a assez peu de gens qui vont aller le faire, il y a assez peu de gens qui vont à la fois apporter cet angle marketing et cet aspect marketing que moi je peux apporter, et à la fois y passer le temps, parce que la plupart de mes concurrents qui font du marketing le font de manière assez rapide. Donc c'est d'aller dans cet esprit d'analyse, et aussi du coup derrière ça veut dire de synthèse, tu vas être capable de recouper des informations qui viennent de différents domaines, et bien sûr moi un des trucs qui m'a popularisé sur YouTube, c'est être capable de prendre des exemples qui sont populaires et que les gens vont connaître, que ce soit PNL ou Fortnite ou T-Boy in Shape ou le Loup de Wall Street, et te montrer derrière les principes marketing. Donc synthétiser ce côté marketing, psychologie un peu pointu, avec des exemples que tout le monde peut comprendre, donc c'est facile de rentrer dans ces vidéos-là. Justement, sur ce thème-là, on voit donc direct que tes vidéos sont ultra travaillées, qu'il y a vraiment un argumentaire qui est construit. Et je voulais savoir, quand tu lances ta vidéo et quand tu as ta première idée de la vidéo, par exemple, tu te dis je vais faire une vidéo sur PewDiePie, au moment où tu te lances, est-ce que tu as déjà ton plan, le plan de ta vidéo dans ta tête ? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas commencer et où est-ce que tu vas aller, ou est-ce que c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure de la préparation de ta vidéo ? Ça dépend. Et ça dépend aussi du niveau de connaissance que j'ai sur certains sujets, notamment par exemple sur PewDiePie. J'avais déjà un grand niveau de connaissance sur ce qu'il faisait, ce qu'il racontait et son parcours, et j'avais une idée de l'historique.
Donc ça, j'avais déjà des bonnes bases et j'avais une idée de ce qui m'intéressait chez lui et de ce que j'avais envie d'apporter sur cette vidéo. Après, j'ai quand même mis quelqu'un sur de la recherche et je pense qu'il y a passé 2 jours juste sur de la recherche sur PewDiePie, reconstituer l'historique, trouver les vidéos qui sont importantes, trouver des moments où lui aussi il s'exprime sur sa carrière de YouTuber pour récupérer des extraits que je peux réutiliser. Et donc une fois que j'aurai absorbé l'ensemble des recherches, c'est là où je vais vraiment synthétiser un plan qui va être final. Notamment parce que je peux pas créer un plan qui est final avant de savoir quelles sont en fait mes pièces du puzzle. Et si je me repose uniquement sur ma mémoire de PewDiePie, c'est genre, ah tiens, je me souviens vaguement qu'il avait dit ça, mais il faut qu'on retrouve la vidéo, il faut qu'on retrouve exactement ce qu'il a dit, voir si c'est bien ça qu'il a dit, tu vois. Donc il y a toujours une recherche pour le solidifier. C'est beaucoup plus facile si je veux analyser, par exemple, pendant un moment, j'ai fait pas mal d'analyses sur des scènes de films. Là, c'est beaucoup plus facile parce qu'une fois que tu as vu la scène de film et que tu sais que tu vas faire cette scène, tu as tous les ingrédients qui sont là. Tu vois, ça dépend aussi de l'ampleur de la recherche. Sur une vidéo, par exemple, comme PNL, ou comme une vidéo que j'avais fait sur Thibaut InShape versus Squeezie, c'est des vidéos où en fait c'est par plus d'une idée. Donc PNL, c'était par exemple, tout le monde me l'a demandé. En gros, tout le monde était marketing mania, fait une vidéo sur PNL, j'étais en mode c'est quoi PNL, tu vois. Je savais même pas ce que c'était. Juste pour le contexte pour les gens et comment est-ce que je ne peux ne pas savoir ce que c'est PNL. En fait, j'habite pas en France, ça fait des années que j'habite pas en France, et donc du coup, ces trucs même qui sont populaires dans les médias, je peux forcément baigner dedans. Et au final, j'avais pas été imbibé, j'avais pas suivi forcément le parcours de PNL. Donc là, j'avais une demande pour ça. Je me suis renseigné un peu, je me suis dit ah ouais, c'est vraiment intéressant. Mais en me renseignant 10 minutes sur PNL, j'ai pu voir que c'était intéressant, mais j'étais pas plus avancé que la personne moyenne qui s'est renseignée 10 minutes sur PNL. Donc pour atteindre le niveau d'analyse que je recherche dans mes vidéos, il fallait que j'aille complètement creuser dans leur parcours, dans l'ensemble de leur stratégie marketing qu'ils ont fait au fil du temps, ce qui a changé au fil du temps, tout ce qui s'est dit sur eux, tu vois, et pour avoir une notion assez profonde. Donc là, pour le coup, ça a pris beaucoup de recherche avant d'avoir un plan qui émergeait dans ma tête. Et ce genre de vidéos il y a des vidéos que je fais par intérêt personnel, il y a aussi des vidéos que je fais parce que ça m'intéresse, mais aussi parce que je vois qu'il y a une demande particulière ou un buzz potentiel à faire. Et dans ce cas-là, je vais devoir souvent creuser beaucoup plus pour commencer à faire émerger un plan, parce que c'est pas forcément quelque chose avec lequel moi j'arrive avec beaucoup de connaissances préexistantes. Ok. Quand tu as une idée de thème pour ta vidéo, donc par exemple là, PNL, est-ce que ça t'arrive d'avoir un sujet sur lequel tu aimerais faire une vidéo et au final, en faisant des recherches, tu te rends compte qu'il n'y a pas assez de matière pour en faire quelque chose et que tu n'arrives pas à créer une argumentation, et au final, est-ce que ça t'arrive de commencer des projets sur un sujet et de les abandonner en cours de route? Ouais, ça m'arrive assez souvent. Après, j'arrive rarement à l'étape d'écriture parce que je suis assez bon pour avoir un plan qui va être suivi. Donc, mais parfois, en gros, si tu veux, pour qu'une vidéo que je fais fonctionne et pour que les gens tiennent sur une vidéo de 20 minutes, il faut qu'elle soit conceptuellement assez raffinée. Quand je t'analyse PNL, je te dis pas différents trucs intéressants que j'ai découverts sur PNL et boum, c'est fini. Tu vois, il faut que j'ai une théorie globale de PNL, un concept, de préférence un concept que je peux connecter au-delà de ça, avec des éléments psychologiques, avec des études, avec des principes, avec des biais cognitifs, avec des techniques marketing qui sont plus larges. Donc par exemple, sur PNL, le truc clé qui a fait que la vidéo a fait clic dans ma tête et a fonctionné, c'était en gros dire PNL, ils ont la même stratégie qu'une marque de luxe. Et en fait, tu peux faire une analogie entre PNL et, je sais pas, Louis Vuitton et comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et tu verras que leur marketing est entièrement un marketing de luxe et de rareté, de positionnement et de ce que ça représente pour un client de consommer cette marque, en fait. C'est ce genre de concept qui va faire que la vidéo fait clic. Mais il y a des fois où j'ai pas de grands concepts qui fonctionnent et donc du coup la vidéo que je veux faire fonctionne pas trop en fait, elle a pas d'arc clair, elle a pas d'argument clair, elle t'apporte pas grand chose et du coup c'est juste des petites informations qui sont éparpillées mais qui font pas un tout. Et comme mes vidéos prennent longtemps pour le faire, ça me dérange pas d'abandonner une vidéo après 2 heures de recherche parce que je préfère avoir perdu 2 heures de recherche qu'avoir perdu 20 heures d'écriture pour faire une vidéo qui va pas être terrible, tu vois. À cause du ratio entre les deux, je préfère m'arrêter assez tôt. Je vais donner un exemple d'une vidéo que j'avais abandonnée. J'avais fait une vidéo qui avait extrêmement bien marché, que j'ai mentionné déjà plusieurs fois, parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos en 2019, donc mes vidéos de 2019, elles me reviennent souvent en tête. J'avais fait une vidéo sur Squeezie versus Thibaut InShape. En gros, le concept, c'était que Thibaut InShape propose sur son site de te faire une vidéo dédicacée pour 36 €, donc tu peux payer 36 € et Thibaut InShape de faire une vidéo dédicacée de 15 secondes où il te parle sur son téléphone. Et donc il y avait une espèce de polémique qui avait été lancée par Squeezie sur le fait de est-ce que c'est moral de proposer ça. Et j'avais fait une vidéo là-dessus qui prenait en fait l'angle de quelle est la nature de ta relation avec un YouTuber. Est-ce que c'est légitime pour un YouTuber de monétiser aussi directement sa relation avec son audience? Et qu'est-ce qui fait que les gens sont gênés par ça, alors qu'ils ne sont pas gênés, par exemple, par le fait de vendre un t-shirt ou même de vendre l'accès à des conférences où tu peux rencontrer les YouTubers, etc. Donc, quelle était la source de la gêne? Et donc, je partais sur des concepts psychologiques comme les concepts de sacré et de profane, l'idée qu'il y a certaines choses qu'on peut vendre et commercialiser, des trucs que si tu les commercialises, tu te sens un peu mal à l'aise.
Et en l'occurrence, il y avait des gens qui se sentaient mal à l'aise, et beaucoup de youtubeurs se sentent mal à l'aise avec cette idée que tu vas directement faire payer tes fans pour avoir accès à toi. Alors que si c'est indirect, ça les dérange pas autant. Donc là, il y avait tout un concept vraiment intéressant derrière, et cette vidéo a vraiment cartonné. Donc je me suis dit, derrière, il y a plein de gens qui est tombé sur cette vidéo un peu par hasard. C'est une vidéo qui est devenue assez virale. Je crois qu'aujourd'hui, elle a 1,2 million de vues, et moi, j'ai que 300 000 abonnés, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert, qui ne sont pas forcément des consommateurs habituels de ma chaîne, et qui donc étaient peut-être un peu paumés sur ces concepts marketing et sur l'idée que, en gros, qu'est-ce qui justifie que quelqu'un gagne plus qu'un autre? Et je trouvais que ça, c'était intéressant, et j'avais une idée de vidéo que je ferais peut-être un jour, mais à l'époque où j'ai voulu l'écrire, elle a pas coagulé dans mon esprit. C'était pourquoi les youtubeurs méritent d'être riches. Et c'était une idée qui parlait de, ok, qu'est-ce qui fait qu'un joueur de foot peut gagner des millions? Qu'est-ce qui fait qu'un youtubeur peut gagner des millions? Et en fait, c'est une question d'effet de levier, c'est une question de combien de personnes est-ce que tu impactes. Et en fait, c'est pas vraiment le travail que tu fais, c'est plus le nombre de personnes que tu impactes. C'est-à-dire que si tu parles tout seul... C'est pas forcément en lien avec tes compétences, tu penses? C'est en lien avec tes compétences, mais c'est pas en lien avec ton effort. C'est-à-dire que si moi, si tu veux, je te fais une vidéo dédicacée de 15 secondes, tout le monde s'en fout. Mais si je suis Leonardo DiCaprio, c'est autre chose. Et est-ce que la question, c'est l'effort que j'y ai mis? Donc inversement, si je fais une vidéo... voilà, ça a une certaine valeur pour le marché par rapport au nombre de personnes qui sont intéressées par ça. Si une personne qui a zéro audience fait une vidéo, potentiellement, ça a une valeur qui est différente, qui est de zéro. Et inversement, si Thibaut InShape fait une vidéo, ça a une valeur qui est autre. Et on a peut-être tous mis le même effort dedans, mais le résultat sera massivement différent par rapport à l'effet de levier, par rapport à l'audience existante, par rapport au nombre de personnes qu'on va impacter, etc. Et la question de savoir que c'est pas intuitif, en fait, cette idée. C'était pas intuitif, tu te dis ok, l'effort de chaque personne devrait être proportionnel à ce qu'il gagne, et donc c'est pas juste si quelqu'un peut gagner beaucoup plus, ou c'est absurde si Thibaut InShape peut gagner 36 € en 15 secondes. Et la réponse c'est que, est-ce que c'est vraiment absurde? Pas forcément. En fait, le simple facteur c'est que Thibaut InShape, il a une audience de millions de personnes qui sont potentiellement intéressées pour avoir accès pour lui, donc il fait jouer l'offre et la demande. Mais c'est juste que nous, on a du mal à conceptualiser ce que ça veut dire que des millions de personnes qui veulent avoir accès à toi, et on a du mal à conceptualiser, tu vois, ce que ça veut dire pour un acteur d'impacter des millions de personnes à travers le monde. Tu vois, c'est compliqué à le conceptualiser, et donc du coup, on voit pas le rapport entre ça. Donc je voulais faire cette vidéo sur les effets de levier, mais je trouvais qu'elle coagulait pas sur quelque chose de plus grand que ce cas particulier que j'avais déjà traité dans une autre vidéo. Et donc je voulais que, tu vois, que ça puisse transcender ça et que ça puisse donner quelque chose de différent et un concept plus large. Mais au final, je n'étais pas satisfait de ce que j'avais, et je trouvais pas que l'argument apporter quelque chose par rapport à ce que j'avais fait précédemment, et donc du coup j'ai abandonné cette idée, alors que j'ai probablement passé une demi-journée à essayer de structurer un plan, et j'ai encore un document qui le maintient, mais je trouvais pas que c'était transcendant, et donc du coup je suis parti sur d'autres idées. Quand en fait je fais peu de vidéos et que j'ai beaucoup d'idées, je suis assez sélectif, tu vois, si une idée marche pas, je préfère passer à la suivante. Et en fait, ce qui est important pour toi quand tu rédiges une vidéo, c'est qu'il y ait vraiment une âme et un concept central que tu essayes de présenter. C'est pas simplement pour toi, tes vidéos, une succession de faits intéressants sur un même sujet. Bah, je pense que c'est là où est ma valeur ajoutée. Et je pense que c'est là où la plupart des gens qui font des vidéos un peu dans mon style d'analyse se prennent parfois les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'ils vont te donner différentes informations et différents faits et différents petits éléments sur ça, mais à la fin, tu en ressors et tu n'as pas l'impression d'avoir mieux compris. En fait, on a donné différentes petites pièces du puzzle. Et ce qui fait que ça va faire clic pour les gens, c'est de pouvoir leur avoir donné un nouveau concept ou une nouvelle manière d'y réfléchir. Et c'est aussi ça qui va leur permettre de se souvenir de ce que tu leur as raconté parce que tu leur as donné une grande idée, et aussi de comprendre comment est-ce qu'eux, ils pourraient l'utiliser dans leur propre projet. Parce qu'encore une fois, tu leur as donné une grande idée. Tu vois, si j'ai parlé de PNL et du marketing du luxe, tu as compris un meilleur truc sur le marketing du luxe, et notamment, même si toi tu fais pas un produit de luxe, tu peux aussi te servir de certaines de ces tactiques, puisque PNL font pas un produit typiquement de luxe, ils font de la musique, mais comment est-ce qu'ils utilisent ces mêmes tactiques? Et donc du coup, le fait d'avoir vu ce concept qui était extérieur, ou d'avoir mis en relation différents concepts, ça te permet de mieux comprendre comment les utiliser. Mais ça demande d'avoir un concept qui est fort au sein de ta vidéo, et aussi parce que mes vidéos sont assez longues, donc il y a presque à la fin d'une vidéo comme ça, un espèce de payoff. Tu vois, tu as eu un teaser sur la miniature, tu as eu un truc, tu as cliqué, et à la fin, tu vas avoir une vraie satisfaction émotionnelle d'avoir eu les réponses à ce qu'il y avait au départ. Il faut que l'ensemble de la vidéo ait une cohérence et construise pour arriver à cette culmination, pour que ça fonctionne. Pour en revenir sur la vidéo de Thibaut InShape versus Squeezie, quand tu as eu l'idée de la vidéo, enfin quand tu as vu ce débat-là qu'il y avait entre les deux youtubeurs, est-ce que tu t'es dit directement « Ah mais oui, c'est une question de sacré versus profane, je vais faire une vidéo dessus et mon argumentaire, ça sera ça, 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 je vais essayer de montrer ça » Ou est-ce que tu t'es dit « Tiens, c'est un sujet intéressant, je vais faire un peu des recherches dessus » et t'en as découlé de l'argumentaire que tu nous as présenté dans la vidéo? Je pense pas que je suis allé directement au bout du sujet. Je pense que le premier point qui m'a intéressé, c'est que j'ai découvert le truc, et
Et je trouvais qu'il y avait un questionnement intéressant, en fait, parce que je trouvais que les deux parties avaient un point de vue qui était clair, et je comprenais pourquoi les gens avaient un point de vue plutôt qu'un autre, même si je n'étais pas vraiment d'accord avec eux. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment d'accord avec le truc que soulevait Squeezie, que c'était mauvais de le faire, de vendre ses vidéos dédicacées, mais je comprenais aussi son point de vue. Donc, du coup, j'avais deux points de vue et je trouvais qu'il y avait un conflit intéressant, il y avait un concept qui était là intéressant. Et après, en général, ce que je fais, c'est que je passe 2-3 jours souvent à faire autre chose, mais juste à réfléchir à ça pendant mon temps libre, et de temps en temps, il y a une idée, il y a un concept qui va en émerger. Et là, je pense que j'avais émergé le concept de ce que c'était, de ce que ça allait représenter. Et après ça, j'ai fait plus de recherches. Notamment, j'avais regardé des vidéos d'interviews avec Thibaut InShape pour mieux comprendre son business, comment sa merch fonctionne, les différentes pièces du puzzle. Et aussi un petit peu ce que les gens disaient sur les autres gens qui avaient réagi sur ce drama, ce qui avait déjà été dit, quels étaient les commentaires sur les vidéos de Squeezie, par exemple, et sur la vidéo de Thibaut où il en parle. Donc, pour essayer de me faire une image plus complète de ce que c'était, mais je pense qu'à ce stade, assez rapidement, c'était apparent pour moi, en fait, quel était le conflit central. Mais après, il y a une différence entre moi comprendre dans ma tête quel était le conflit central ici et l'enjeu, et trouver la manière élégante de l'expliquer, en fait. Et je pense que, je ne sais pas si j'ai connecté directement sur les concepts de sacré et de profane, mais j'ai compris que, tiens, il y a un truc qui met les gens mal à l'aise, et si j'arrive à poser un concept et à mettre des mots sur ce qui rend les gens mal à l'aise, et pourquoi ça les rend mal à l'aise, et pourquoi est-ce que vendre des t-shirts, ça les rend pas mal à l'aise, tu vois, quel est le concept qui est derrière et comment est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer. Ça peut parfois me prendre un peu de temps pour y réfléchir et pour le maturer, notamment pour le connecter à des concepts qui viennent d'autre part. Parce que le concept de sacré et de profane, c'est pas un concept nécessairement que j'ai inventé, mais c'est un concept qui vient d'autre part, quoi, qui vient de certaines réflexions sur l'économie et sur ce qui peut être commercialisé ou non, et sur la question, par exemple, de pourquoi est-ce que tu ne peux pas vendre un organe, mais tu peux vendre de la nourriture, tu vois. Alors que les deux sont importants pour vivre, il y en a un qui est totalement normal de vendre, il y en a un qui est interdit. Pourquoi et d'où vient le concept et d'où viennent ces intuitions morales qui sont non, ça on peut pas le faire, non, ça c'est pas correct, c'est pas bien. Oui, parce que la réflexion première quand on voit ça, c'est on pourrait se dire que le malaise il vient du fait que on se dit bah attends, 36 € pour une minute de travail, c'est vraiment pas grand chose. Sauf qu'en fait acheter un t-shirt qui va peut-être rapporter 36 € à la personne qui le vend, alors qu'elle aura travaillé beaucoup moins qu'une minute pour le vendre, là c'est beaucoup moins problématique et beaucoup moins malaisant pour les personnes. Donc pour toi c'était vraiment le fond et la nature de la chose qui était vendue qui était problématique, contrairement à la durée de travail pour obtenir cet argent-là. Là où le paradoxe est intéressant, c'est que, de base, si le gars te vend un truc à 36 € et tu penses que c'est de la merde, bah t'es pas obligé de l'acheter. C'est là où l'élément qui est intéressant. C'est que personne t'oblige à acheter, et je montrais dans la vidéo, en regardant un peu son marketing, qu'il est absolument pas agressif pour le pousser, tu vois, c'est pas comme s'il manipulait, les gens disaient manipule les enfants, etc. Bon, ok, c'est toujours bien c'est toujours les enfants, de toute manière. Dès qu'on crie à l'immoralité, c'est toujours, il manipule les enfants, etc. Tu regardes son truc, il a une page de vente, c'est genre 4 lignes, qui dit voilà, achetez ce produit et je vous enverrai une vidéo dédicacée. PS, ne mettez pas d'autopromo dans le truc. Tu vois. Donc c'est vraiment très light. Donc la question c'est, si le gars veut te proposer de t'envoyer ses anciennes chaussettes pour 250 €, tu l'achètes pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas offensant que quelqu'un te propose quelque chose à l'achat qui est totalement facultatif, qui t'enlève rien, qui te prend rien, il n'y a pas d'obligation. Donc la question c'est pourquoi est-ce que le fait que quelqu'un te propose quelque chose totalement facultativement, serait un truc immoral ou scandaleux. Donc à mon avis, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a aussi l'aspect que la plupart des gens aiment bien se sentir aussi supérieurs et se dire, en gros, les gens sont des débiles, quoi. Donc si les gens qui l'achètent sont débiles et moi je suis vachement plus malin qu'eux. Et donc je pense qu'il y a plein de trucs sous-jacents psychologiques. En fait, il y a une contradiction qui est, pourquoi est-ce que tu serais outragé par quelqu'un qui te propose une option que tu n'es absolument pas obligé de prendre? Tu vois, c'est là où tu te dis, tiens, il se passe un truc, il y a probablement un concept, il y a probablement une raison psychologique qui explique ça. Et c'est un truc qui va pouvoir être généralisé à plein de choses, qui va pouvoir être généralisé à plein de moments où les gens sont outragés qu'on leur propose une option parce qu'ils pensent que cette option ne devrait pas être existante pour une raison ou pour une autre. Ils pensent que cette transaction est immorale. Tout à l'heure, tu disais que l'argumentaire t'avait émergé un peu pendant ton temps libre avant de rédiger la vidéo. Est-ce que tu as vu un certain pattern dans l'émergence de tes idées au cours de la rédaction de tes différentes vidéos? Est-ce qu'il y a un moment dans ta journée ou des circonstances particulières dans lesquelles tu as tes meilleures idées pour tes vidéos? Bah, j'y pense pas mal quand je fais du sport, notamment parce que c'est un des seuls moments où j'ai pas grand chose d'autre à faire. Donc là, j'étais nagé tout à l'heure et je réfléchissais, j'étais bloqué sur une vidéo ce matin. J'avais une vidéo du coup sur le lancement de mon livre et je savais ce que j'allais dire, mais je trouvais que mon accroche n'était pas satisfaisante. J'avais pas une bonne accroche, que je travaille beaucoup sur les accroches de mes vidéos et sur la première minute. Et je trouvais que mon accroche n'était pas satisfaisante. Et donc du coup, j'étais un peu bloqué sur quelle est une meilleure accroche. Donc ça, j'ai pas mal réfléchi pendant que je nageais ce matin. Et le sport, c'est un moment parce que du coup, tu as moins de distractions. Après, c'est un truc qui est toujours un peu en
en arrière-plan dans mon esprit. Et souvent, mais ça c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais en prépa, je faisais beaucoup de maths. Et parfois j'étais sur un problème de maths le soir et impossible de débloquer. Tu vois, c'était impossible, totalement bloqué. Et j'allais me coucher, le lendemain je me réveillais et je me mettais dès le matin à le faire. Et genre en 15 minutes c'était bouclé. Alors que la veille j'avais passé 1 heure à me casser la tête dessus et impossible de trouver la solution. Et j'ai découvert que ton inconscient faisait pas mal de boulot en fait pour toi pendant que tu n'étais pas dessus. Et que parfois si tu es bloqué sur un problème créatif, la solution c'est pas de te dire ah tiens je vais me casser la tête dessus. Parfois tu le laisses un peu de côté et tu y reviens le lendemain et tout d'un coup la solution elle est beaucoup plus évidente parce qu'en arrière-plan ton inconscient a pas mal bossé là-dessus. Donc c'est aussi un élément qui joue, tu vois, c'est souvent, je vais rarement passer de j'ai vu cette vidéo par exemple sur Squeezie ou il y avait une autre vidéo que j'ai fait un peu comme ça cette année, c'était ma vidéo sur Aude What the Fake et le scandale du lama fâché. Donc c'était une youtubeuse qui avait dit avoir plus ou moins trouvé qui était le lama fâché, une fameuse chaîne YouTube que tout le monde déteste. Et en fait, à mon avis, elle s'était complètement plantée. Enfin, ça a été prouvé ensuite qu'elle s'était complètement plantée. Mais du coup, j'ai vu cette vidéo et je me suis dit, ah putain, ça m'a énervé, tu vois, de voir cette vidéo, mais j'avais pas grand chose à en dire. Et en fait, j'ai passé 3 jours à ruminer et à être énervé là-dessus, à me dire, ah putain, c'est vraiment chiant, parce qu'elle avait, la personne qu'elle accusait était une personne que moi je connais bien et que j'apprécie. Je me suis dit, c'est pas de bol pour lui, tu vois, qui se retrouve avec une chasse aux sorcières sur le dos, sur un truc qu'il a même pas fait, quoi. À la limite, si tu fais un truc de merde et tout le monde te tombe sur le dos, bah voilà, tu vois, c'est le game aussi d'être sur internet et de faire un truc, mais tomber sur le dos pour un truc avec lequel t'as aucune connexion, je trouvais ça un peu hard. Donc j'étais un peu énervé et tu vois, ça fait partie du truc où t'as été énervé, donc t'y repenses, mais je pensais pas pouvoir en faire une vidéo. Et tout d'un coup, j'ai revu la vidéo et je me suis dit, tiens, ok, j'ai compris ce que je peux en dire. Et en gros, j'ai écrit la vidéo en une journée et elle était publiée le lendemain. Mais ça m'a pris un certain temps. En fait, ça m'a pris plus longtemps d'incuber la vidéo et de comprendre ce que j'allais en dire et de comprendre quel était mon positionnement par rapport à ça et le rôle que je pouvais jouer dans cette question. Et une fois que ça a fait clic dans ma tête, en final, j'ai pu écrire cette vidéo assez rapidement et la publier assez rapidement. Ça me fait penser à quelque chose que tu dis dans ta dernière vidéo où tu expliques ton processus créatif pendant ton livre. Et tu dis que selon Tim Ferriss, donc qui a écrit notamment la semaine de 4 heures, pour écrire un livre, il faut que ça soit ta priorité numéro 1 pendant au moins 1 an. Est-ce que tu penses que pour que ton inconscient fasse ce travail-là et qu'il te trouve des idées un peu tout seul, est-ce qu'il faut que le sujet sur lequel tu veux trouver des idées, il faut que ça soit ta priorité numéro 1? Est-ce qu'il faut que ça soit la chose la plus importante pour que ton inconscient travaille dessus ou pas forcément? Je dirais que non, au contraire. Je pense qu'en fait, il faut avoir un autre truc à faire pendant ce temps-là parce que pour que ton inconscient travaille dessus, il faut que ce soit pas forcément le truc principal que tu regardes. Donc moi, souvent, je vais avoir une espèce de période d'incubation sur mes vidéos entre le moment où je commence à avoir l'idée que je vais faire le truc et le moment où je vais vraiment commencer à rédiger. Et souvent quelques jours où je fais encore autre chose et j'ai souvent d'autres projets qui sont en cours et derrière le truc s'incube et à un moment donné je me dis ok là c'est prêt, je vais le mettre sur le devant de la scène et je vais passer en fait ma matinée à l'écrire. Et je pense que c'est un élément qui est assez commun. Je me souviens d'un auteur qui s'appelle Guy Albert, qui est un compilateur, donc c'est quelqu'un qui écrit des pages de vente, qui écrivait, parce qu'il est décédé dans les années 2000, mais c'était un auteur légendaire qui écrivait des pages de vente. Et lui, il avait ce concept de dire, ok, tu veux faire le maximum de recherche sur ton produit, trouver tout ce qui s'est dit sur le produit, tout ce qui se fait, tous les argumentaires, parler aux ingénieurs, parler aux clients, tu veux tout avoir, toutes les informations, prendre tout ça, noter tout, et après partir et aller jouer au golf pendant 3 jours. Et pendant que tu vas jouer au golf, ça va incuber et quand tu vas revenir, tout d'un coup, ton inconscient va avoir synthétisé cette information et tu vas comprendre quels sont les points qui sont saillants, par où commencer, comment structurer l'argumentaire, etc. Et j'ai découvert que c'était un truc assez important, notamment quand tu veux synthétiser une grande quantité d'informations ou un truc assez complexe, où tu vas forcément dans ta tête, par ton raisonnement conscient, trouver comment structurer le truc. Mais parfois, si tu t'arrêtes un petit peu, il y a une structure apparente qui va émerger. Mais pendant ce temps-là, tu peux aller faire autre chose. Tu peux aller faire autre chose et y penser un petit peu en arrière-plan. Ça te met aussi moins de pression. Je pense qu'une grande partie de l'angoisse de la page blanche, c'est aussi ça. C'est-à-dire, oh, j'ai ce truc, il faut que je fasse aujourd'hui, mais ça n'a pas encore totalement coagulé dans ton esprit. Mais du coup, tu te bloques dessus et du coup, tu te mets de l'anxiété, tu te mets de la pression et tout est bloqué. Alors que si tu es en train de bosser sur autre chose pendant ce temps-là, mais tu réfléchis dans ton temps libre, pendant que tu te brosses les dents, pendant que tu fais à manger, pendant que tu es au sport, et que tu peux te permettre de passer plusieurs jours pour y réfléchir en arrière-plan, parce que de toute manière, tu as un autre projet qui est prioritaire, et parfois, tous ces concepts-là vont s'imbriquer, et à un moment donné, tu seras prêt à partir dessus. Et ta productivité globale est plus efficace, puisque tu es toujours en train de travailler sur un projet et d'incuber le suivant. Donc en fait, tu passes pas de temps à être bloqué sur un projet créatif, tu es toujours en train de travailler sur quelque chose et de réfléchir à ce qui va venir ensuite. Donc pour toi, c'est une grosse phase de documentation en amont et après une activité totalement différente pour laisser en gros ton cerveau faire le travail tout seul en arrière-plan pendant l'activité. Ouais. Alors on passe à la question un peu philosophique du podcast que je pose à tous mes invités. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la créativité? Comment tu définis ça et qu'est-ce que c'est ton rapport avec la créativité?
J'aime bien la théorie de recombinaison en fait de la créativité, qui est de dire, ok, la créativité, c'est de prendre des idées et de comprendre comment est-ce qu'elles s'appliquent dans des domaines totalement différents et de les appliquer dans ce domaine qui est totalement différent, là où personne a vu cette connexion en fait. C'est vraiment de créer ces connexions. Moi, j'ai toujours été très partisan de cette idée que si tu veux être bon en marketing, c'est une erreur de simplement regarder les campagnes marketing de tes concurrents et de dire je vais faire la même chose. Parce que c'est compliqué d'attirer l'attention des gens, et puis un des grands rôles du marketing, c'est d'attirer l'attention. Si ce que tu proposes est similaire à ce que les gens ont déjà vu. Ce que je trouve beaucoup plus efficace, c'est d'aller trouver des idées dans des domaines qui sont différents du tien, et de comprendre comment est-ce que tu peux les appliquer dans ton domaine de manière nouvelle. Donc par exemple, moi j'ai beaucoup étudié l'écriture de scénarios et toutes les théories qu'ils ont sur Hollywood, sur comment structurer une histoire et un scénario, en me demandant comment est-ce que j'applique ça sur une page de vente. Et forcément, ça te fait un résultat qui est différent de ce qui se propose ailleurs et qui va être plus créatif, parce que tu as réfléchi par toi-même à partir de zéro sur comment est-ce que les concepts s'appliquent. Et je conseille pas mal aux gens d'aller chercher des éléments comme ça, de trouver des youtubeurs qui font des vidéos dans un domaine totalement différent du leur, et se demander, ok, si je devais faire un format de vidéo qui était similaire, mais dans mon domaine, qu'est-ce que je ferais? Donc par exemple, moi j'avais... la manière dont j'ai trouvé le format de vidéo que je fais aujourd'hui sur YouTube, c'est que j'ai découvert des Américains qui faisaient des vidéos d'analyse sur notamment les films. Donc il y en a un qui s'appelle Nerdwriter, il y a un gars qui s'appelle Every Frame a Painting, il y en a un qui s'appelle Lessons from the Screenplay, qui n'était pas actif à l'époque, mais qui font tous des analyses de films sous des angles différents. Parfois c'est la réalisation, parfois c'est le scénario, mais ils vont prendre un film et ils vont t'analyser pour comprendre ce qui se passe derrière, quels sont les concepts de storytelling que tu peux en tirer. Je me dis, tiens, c'est vachement intéressant la manière dont ils vont analyser le détail, le montage. Je me demande s'il n'y a pas la même chose à faire dans un domaine différent. Bon, moi, je travaille dans le marketing. Donc, si je devais faire ça dans le marketing, à quoi ça ressemblerait? Et souvent, je fais cet exercice, même si je ne fais pas toujours les vidéos, tu vois, mais je fais ça, je me dis, tiens, ce gars-là, il fait un vlog sur un format qui est intéressant. Si je devais faire ce vlog dans mon domaine, à quoi ça ressemblerait et comment est-ce que je pourrais récupérer ce qui fonctionne chez lui pour l'appliquer dans mon domaine et comment est-ce que je pourrais recombiner des éléments pour faire quelque chose que mes concurrents n'ont pas pensé à faire. Donc pour toi, la créativité, c'est pas forcément quelque chose qui sort directement de notre cerveau et ce que les gens souvent définissent quand ils parlent de créativité, ils veulent que ça soit quelque chose qui soit 100% nouveau, qui sorte uniquement du cerveau du créateur et pas d'autre part. Et toi, pour toi, c'est plusieurs choses déjà existantes qu'on va recombiner pour en faire quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des gens pour qui ça marche comme ça, mais dans mon cas, c'est pas comme ça que je réfléchis, tu vois. Dans mon cas, je réfléchis par rapport à une certaine base, je tourne un truc dans ma tête, et d'un coup, je vois une nouvelle connexion, une nouvelle idée, une nouvelle manière de l'expliquer, une nouvelle manière d'aborder un sujet, une nouvelle manière de résoudre un problème. C'est comme ça, en tout cas, que ça fonctionne pour moi. Et je sais pas si tu peux avoir des idées qui sont radicalement nouvelles. Tu vois, il y a déjà tellement de choses qui ont été faites. Et je sais pas si l'essence de la créativité, c'est vraiment de trouver quelque chose à partir de zéro. Parce que ça, c'est un peu comme l'essence de la cuisine, quoi. C'est de combiner des ingrédients pour faire quelque chose de nouveau. Mais ces ingrédients, ils sortent pas de nulle part. Tu vois, à un certain point, tu dois les récupérer quelque part. Et même s'ils vont être totalement transformés ou tu vas en faire quelque chose que personne n'a jamais fait, bah, ils viennent de quelque part. Alors on va commencer à parler de la rédaction de ton livre Votre Empire dans un sac à dos qui sort bientôt. D'ailleurs, est-ce que tu peux me rappeler la date de sortie? Le livre sort ou est sorti, selon quand les gens nous écoutent, le 30 janvier. Voilà, et du coup, je mettrai un lien dans la description si jamais il y en a qui veulent le commander. Est-ce que tu peux nous expliquer ton processus créatif pendant la rédaction du livre et est-ce qu'il y a des étapes bien définies que tu as suivies? Comme pour mes vidéos, j'ai beaucoup travaillé sur les histoires de structure qui sont plus le projet que tu fais est long, plus les questions de structure, elles vont être épineuses. Parce que si tu fais juste un email, par exemple, moi j'écris beaucoup d'emails à ma liste, souvent ça va être 1000 mots, 1200 mots maximum. Donc ça, c'est quelque chose, la structure est assez simple, il y a 3 grandes parties, 4 grandes parties, je peux le maintenir dans ma tête, le dérouler, et j'en ai fait tellement que c'est assez intuitif. Pour une vidéo qui va faire entre 4 et 8000 mots, ça prend un peu plus de temps, il faut quand même écrire un plan, il faut que je le mette sur le papier, mais le plan il peut être assez apparent, et une fois que j'ai fait mon plan et que j'en suis content, je le déroule et il est plus ou moins stable. Pour le livre, j'ai découvert que c'était en fait impossible de planifier à l'avance l'ensemble du plan, et donc j'ai fait le mieux que je pouvais pour comprendre les histoires de structure et de l'équilibre, notamment comprendre l'équilibre entre donner des concepts, donner des exemples, donner un peu du storytelling pour avoir l'aspect émotionnel du truc, donner des applications des concepts que tu as donnés. Donc tu vois, équilibrer un petit peu tous ces ingrédients au sein de chaque chapitre, c'est pas si facile que ça. Et c'est pas quelque chose où je pouvais avoir l'intuition. Et je suppose que si j'en étais à mon 5e livre, j'aurais un petit peu le niveau de confort que je peux avoir aujourd'hui sur des emails ou sur des vidéos, où je me dis, ok, je commence à pouvoir conceptualiser le truc dans ma tête et me dire, tac, 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 ça va fonctionner comme ça. Mais n'ayant pas l'expérience d'avoir écrit beaucoup de livres, du coup, j'avais du mal à conceptualiser mes chapitres.
de manière parfaite. Donc j'avais fait un plan qui est détaillé, j'ai passé pas mal de temps à faire le plan, à structurer les idées, à chercher des exemples, mais il s'avère que même avec ça, au moment de la rédaction, il restait encore beaucoup de trucs à élucider, beaucoup d'exemples à retrouver, et tu vois, il y a d'équilibrage à faire, quoi. Et je relisais un chapitre et je me disais, ce chapitre, il est pas trop mal, il y a un bon concept, mais ça manque d'exemples, ou tous les exemples ils sont un peu dans le même domaine. Je donne trop d'exemples qui sont dans le domaine de l'e-commerce, mais pas assez d'exemples qui sortent de ce domaine. Et donc, du coup, je donne un peu une vision unidimensionnelle de la problématique que je suis en train de traiter, alors qu'il faudrait que je trouve des créateurs de contenu, il faudrait que je trouve des exemples qui viennent du monde, d'un monde totalement différent, peut-être du monde de la politique, je sais pas, pour pouvoir avoir différents angles d'accroche sur ce sujet. Et donc, du coup, je m'apercevais qu'il manquait des éléments, et ça a été un processus qui était beaucoup plus itératif. Sur une vidéo, je vais faire un plan, je vais l'écrire, et je vais la relire, et quand je vais la relire, c'est principalement pour densifier, pour raffiner, mais je vais faire un truc où je vais élaguer, et la vidéo, elle est terminée. Sur le livre, il y a eu 6 ou 7 ou 8, selon comment tu le comptes, phases de relecture différentes, qui vont de la première phase de relecture, où je découvre des chapitres qui sont... je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est pas bon du tout, tu vois, il manque des trucs, il y a des concepts qui sont mal introduits, l'exemple il est pas bien expliqué, c'est pas très clair, c'est beaucoup trop long, donc il y a des gros problèmes de structure où je vais découper des chapitres entiers, déplacer des bouts de l'un à l'autre, donc faire du gros œuvre en gros sur la première relecture, et petit à petit, tu vas arriver à un point où tu es plus à travailler sur tes phrases, sur ton écriture en tant que telle. Les idées sont en place et la progression est là, mais tu veux affiner l'expression, tu veux améliorer un mot par-ci par-là, une virgule par-ci par-là, diviser une phrase en deux, couper une phrase qui se répète un petit peu. Tu vois, et tu vas de plus en plus affiner sur la fin pour arriver sur... en gros, la dernière relecture pour moi, c'était... J'ai enregistré un livre audio que j'ai fait moi-même, et donc du coup, j'ai dû tout relire à l'oral, et on sait que relire à l'oral, c'est un conseil qui est souvent donné pour... comprendre un petit peu le flow de ce que tu racontes et identifier potentiellement des phrases qui fonctionnent pas si bien que ça et qui passent pas si bien que ça à l'oral. Donc c'est une dernière manière de pouvoir affiner les choses. Et effectivement, là, tu continues à affiner des choses, mais ça devient assez subtil. Quand tu dis que tu relis tes chapitres et que parfois tu te dis mais qu'est-ce que j'ai écrit, est-ce que tu as eu des phases de doute dans l'écriture de ton livre? Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit non mais en fait je vais pas y arriver, ou est-ce que tu te disais à des moments tout ce que j'ai écrit depuis le début, en fait va falloir que je recommence tout? En gros, j'ai un concept, à mon avis, qui est vraiment important pour les gens qui vont faire de la créativité, c'est-à-dire que au moment où j'ai commencé le livre à écrire, donc en gros, j'ai ma phase de plan, ensuite j'ai ma phase de rédaction, et après j'ai mes phases de relecture, grosso modo. Mais quand je suis dans la phase de rédaction, je rédige tous les jours et j'avance en ligne droite. Je reviens pas en arrière pour relire ce que j'ai fait. Parce que c'est là où tu peux vraiment te retrouver bloqué dans une rédaction de livre et jamais le finir, en fait. C'est quand tu te mets à relire ce que tu as fait et tu te dis « Ah, c'est nul, j'y arrive pas », mais t'es embourbé dans le truc. Je l'écris et au final, quand t'écris, c'est difficile de te rendre compte si ce que t'as écrit, c'était bien ou pas bien. Donc t'avances et tu vas en ligne droite et tu te dis « Ouais, ça a l'air pas trop mal ce que j'écris ». En tout cas, je mets des mots sur la page, j'avance tous les jours et j'arrive à la fin, tu vois. Et c'est qu'au moment où tu arrives à la fin que tu vas le relire et que tu vas retrouver des chapitres où tu te dis, bah là, ça a été ni fait ni à faire, quoi. Ce truc-là, il faut quasiment le réécrire entièrement. Mais à ce niveau-là, tu as déjà la confiance d'avoir un manuscrit entier. Tu as aussi la confiance d'avoir commencé avec un plan, donc c'est pas comme si j'avais écrit mon manuscrit sans plan, tu vois, j'ai quand même un plan global qui est assez solide, des idées, le concept est assez raffiné, donc il y a quand même des éléments qui sont bons, des éléments qui sont moins bons, mais j'ai une base, tu vois, je sais qu'il suffit juste que je passe chapitre par chapitre, section par section, phrase par phrase, graduellement et que je l'améliore, mais j'ai grosso modo quelque chose qui plus ou moins fonctionne, même si parfois moins que plus. Et c'est ça qui fait que tu as déjà ton manuscrit, tu vois, il suffit juste de l'affiner, de repasser dessus et de faire des phases successives. Donc tu sais que tu vas y arriver à quelque chose. Après, c'est vrai que j'avais des phases, notamment sur la première rédaction, mais aussi sur la relecture, où j'ai fait l'impression, en fait, c'est presque d'être dans une guerre de tranchées, quoi. Et de me battre chaque jour pour gagner 100 mètres sur mon adversaire, où j'avançais assez lentement. Je me dis, ouais, aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est que même si tu avances lentement, tu as avancé de 1000 mots dans la journée, ce qui est rien. 1000 mots, c'est un truc, la plupart des gens peuvent l'écrire en 1 heure, tu vois. Et t'écris 1000 mots dans la journée, t'es censé être un auteur, écrire un livre, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est toujours 1000 mots de plus que t'avais hier. Donc t'as toujours un sens de progression, même si c'est à l'échelle de ton manuscrit 1% ou moins. Mais effectivement, t'as des moments où tu te dis, voilà, ça avance à 2 à l'heure, tu vois. Et sur les relectures, quand t'es en relecture phrase par phrase et que tu dois quasiment écrire toutes les phrases, c'est encore plus long que de l'avoir écrit pour la première fois, et tu te dis, mais j'arrive pas, tu vois. Mais à la fin, t'es arrivé ta deuxième relecture, c'était meilleur que sur la première, et donc du coup, t'as avancé. Et c'est vraiment important en termes de créativité pour pas être bloqué, je pense, d'avoir ces étapes qui sont bien définies. C'est aussi pour ça que c'est important de faire un plan avant, parce que ça te force à réfléchir à ce que ça va être jusqu'au bout et d'avoir au moins une vision de où est-ce que tu vas aller. Ce qui fait que quand tu écris,
bah, tu te dis, bah, au moins j'ai mon plan, et tant que je suis mon plan, tu vois, j'ai au moins un truc sur lequel me reposer, je suis pas entièrement dans le noir. Et pareil, quand tu réécris, au moins j'ai mon manuscrit, tu vois, j'ai une base et je sais qu'il suffit que j'avance. Enfin, je me disais, ok, je fais encore 500 mots de relecture, et je me mettais ça, et je me mettais des petits objectifs comme ça, mais j'avais une base, tu vois, je savais où j'allais, j'étais pas entièrement livré à moi-même, justement dans l'idée que tu vas faire de la créativité pure à partir de zéro, et c'est là où tu peux te retrouver vraiment bloqué. C'est important pour toi de séparer tes différents rôles, de en gros te donner une tâche et de pas en sortir, de dire en gros quand tu as un projet, tu as le Stan Leloup qui est en gros chef d'entreprise et qui va dire bon ben là on va plutôt faire ça, 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 et ensuite tu as le Stan ouvrier qui fait la chose et qui remet pas en question ce que le Stan chef d'entreprise a dit juste avant pour éviter quand tu fais une tâche de questionner la tâche en elle-même pendant que tu es en train de la faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans toutes les tâches que tu fais, que ça soit une rédaction de vidéo YouTube, une rédaction d'email, la rédaction du livre? Ouais. En gros, l'idée ici, c'est que quand tu es sur un projet, et par exemple sur la rédaction d'un livre, comme je l'ai fait l'année dernière, tu es dans une position où, à un certain point, le projet, tu as l'enthousiasme initial, où tu es content, tu démarres, etc. Mais surtout, le projet ambitieux, à un moment donné, tu vas dire « Ah, c'est vachement plus dur que prévu, j'en ai marre, c'est long, tu as envie de passer un petit peu à autre chose. » Le problème, c'est qu'à ce stade-là, où quand tu as écrit la moitié d'un livre, tu dis bah, « J'aurais jamais dû écrire un livre, c'était vachement plus compliqué que j'avais prévu, j'aurais dû faire autre chose. » Mais si tu te laisses prendre ce type de décision au milieu du truc, quand tu es influencé par tes émotions de dire je suis dans la galère, tu vas abandonner tous tes projets en fait. Et je pense que c'est important de prendre les décisions une fois et de dire ok, je vais faire ça, je vais m'engager pendant X temps dessus et je vais vraiment peser le pour et le contre avant de le faire. Mais maintenant que je suis au milieu du projet, je vais me dire ok, bon, j'en ai marre et mes émotions me disent que ce projet il est chiant et j'ai envie de passer à autre chose. Mais est-ce que mon analyse de base était vraie ou fausse? Si j'ai des informations nouvelles, ok. Par exemple, si au milieu de mon livre, il y a, je sais pas, Elon Musk qui m'appelle et qui me fait viens, on va faire un projet ensemble. Tout d'un coup, ça change beaucoup les données, tu vois, de ma vie. Je me dis bah tiens, ok, le livre, je l'abandonne parce que j'ai une donnée nouvelle qui est entrée en jeu. Ou tu vois, une opportunité de ouf, tu vois, qui arriverait. Une donnée nouvelle est entrée en jeu. Mais si je me dis ok, qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas d'opportunité nouvelle. Il n'y a pas de facteur qui est entré en jeu qui fausse mon analyse de départ. Qu'est-ce qui a changé? Mes émotions personnelles. Pourquoi? Bah parce que je suis au milieu du projet et donc du coup ça me lasse. Mais c'est pas le changement dans mes émotions personnelles sur ce projet n'est pas une raison valide pour abandonner le truc. Sinon j'aurais jamais publié une seule vidéo, j'aurais jamais sorti ce livre parce que même dans chaque vidéo il y a un moment où la vidéo me saoule. En gros, une fois que j'ai fini d'écrire la vidéo, elle me saoule. Et le seul moment où je trouve que la vidéo elle est pas mal, c'est quand le monteur me la renvoie. Donc entre le moment où je termine d'écrire la vidéo, enregistrer, ça me saoule quasiment tout le temps. À ce moment-là, je me dis, le script, il est chiant. Je l'ai vu 4 fois. Il faut que je l'enregistre. Et il y a des phrases que je vais devoir refaire plusieurs fois et tout. À ce moment-là, je me dis, cette vidéo, elle est nulle. Ça me saoule. Mais je sais aussi que le concept de la vidéo était bon, que le script de la vidéo était bon, et que le monteur va faire son job. Et quand ça va me revenir avec le monteur, ça a suffisamment changé. Disons que tu vois, c'est différent de voir un script et de le voir lu en vidéo. Et tout d'un coup, je me dis, ah ouais, tiens, c'est pas mal. Ce script, il a un bon rythme, il fonctionne bien. Et c'est pour ça que je sépare les deux facteurs de décision. Et pour moi, ce que je fais, c'est que je le fais sur un cycle de 90 jours. C'est-à-dire qu'au départ des 90 jours, je vais décider quels sont les projets importants dans les 90 prochains jours, et je vais ensuite m'y tenir pendant 3 mois. Et c'est-à-dire que si une nouvelle opportunité se présente, si c'est vraiment une bonne chose à faire, probablement ça peut attendre jusqu'à la fin de ton cycle de 90 jours. Donc tu n'es pas en train de, à la fois, abandonner les projets sur lesquels tu travailles actuellement, et à la fois, tu n'es pas en train de chasser ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire la nouvelle tactique à la mode, il faut faire des pubs Instagram, il faut faire des webinaires, et tu te retrouves à courir à droite à gauche. Si un projet est vraiment prometteur qui vient, bah, il peut probablement attendre. Tu vois, là, on est le 22 janvier au moment d'enregistrer ce podcast. Si aujourd'hui, on me propose un super projet, j'ai la personne, bah, on va attendre, on va peut-être le faire en avril, du coup. Ce serait début avril que le prochain trimestre commence. Ça peut attendre, tu vois. Et il y a peu de choses qui ne peuvent pas attendre pendant 3 mois. Donc, mais en avril, j'aurai une vision beaucoup plus objective de ce projet parce que j'aurai un peu du recul dessus. Donc ça m'évite de prendre des décisions, tu vois, trop dans le moment et de changer mon avis ça me permet d'équilibrer la persévérance d'un côté et d'un autre côté la flexibilité. Tu restes flexible tous les 3 mois de changer de stratégie, ce qui te donne quand même l'occasion de tester pas mal de choses. Sur un an, tu peux tester 4 stratégies différentes, tu peux tester différents types de projets, tout en ayant 90 jours à mettre sur un projet, ce qui est solide. Si tu mets 90 jours sur je sais pas, l'écriture d'un livre, tu auras fait des progrès. Tu n'auras peut-être pas terminé, mais tu auras fait des gros progrès. Tu peux écrire au moins la moitié du livre sur une période de 90 jours. Sur l'écriture du livre, quelle phase a été la plus difficile pour toi? Et à quel moment est-ce que tu as eu le plus envie de remettre en question ton projet?
La rédaction d'elle-même m'a surpris à quel niveau ça a avancé lentement. J'avais prévu à l'origine de bosser dessus pendant 6 semaines et de faire un premier jet en 6 semaines. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as un plan qui est déjà écrit, avec quand même beaucoup de détails dans le plan et dans les exemples, et l'objectif c'est de rédiger en ligne droite pendant 6 semaines pour arriver à la fin à avoir un manuscrit d'environ 60 000 mots. Donc si tu fais 6 semaines, 5 jours par semaine, ça fait 30 jours, 2000 mots par jour, 60 000 mots, grosso modo, c'est le calcul. 2000 mots par jour, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup moins que ce que je ferais sur une vidéo par exemple. On me dit c'est 2000 mots par jour, c'est conservateur. T'es à peu près en moyenne à combien sur une vidéo? Sur une vidéo, je peux facilement faire 3-4 000 mots par jour. Sur une matinée, en fait. Je peux faire 3-4 000 mots sur une matinée. Parce que généralement, j'écris pas l'après-midi, parce que c'est là où j'ai pas mal de tâches managériales à faire, ou les appels, ou les emails, etc. Donc, en une matinée, je peux faire 3 à 4 000 mots. Parfois un petit peu moins, mais voilà, c'est toujours beaucoup plus que 2000 mots. Donc, je me dis 2000 mots, c'est une marge de manœuvre qui est correcte. Ça devrait pouvoir être tenable. Et au final, j'étais en dessous. Je crois que sur la rédaction, j'étais en moyenne à 1300 mots par jour, ce qui est très peu quand tu passes quasiment ta demi-journée. Et ça, c'est vrai que c'était un peu un côté où mes deadlines ont été explosés. Donc, j'ai dû revenir vers mon éditeur et dire, voilà, je vous avais dit que ça serait fini en juin. En fait, ça ne sera pas fini en juin. Alors, parce que j'avance plus lentement que prévu. Et je me suis aperçu, en fait, au final, au bout de quelques semaines, que je prenais du retard. Et j'essaie de me forcer, c'est ça, j'essaie de me forcer à écrire plus vite, plus long, mais ça marchait pas. Et j'arrivais pas à augmenter mon nombre de mots. Et pendant plusieurs semaines, j'ai agonisé sur mon nombre de mots jusqu'à finalement m'apercevoir que, voilà, il y a un moment donné, tu peux te forcer autant que tu veux, mais si ça avance pas plus vite que ça avance pas vite que ça, et qu'il fallait retarder mes deadlines, et qu'il fallait retarder le moment où le livre allait être publié, et potentiellement que le livre allait pas pouvoir être publié dans l'année 2019, comme c'était mon objectif, tu vois. Mais en même temps, c'est une de ces situations où, aussi dur que tu essayes et autant que tu essayes de te forcer, ça avance pas plus vite, tu vois. C'est un peu frustrant, notamment pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de se dire que si un truc avance pas, tu mets plus d'efforts dedans. Et ben là, j'étais un peu en plafond et il fallait accepter le rythme que ça allait prendre. Donc finalement, j'ai fini par accepter le rythme que ça allait prendre et le faire dans la durée. Et puis une fois que ma deadline avait été en fait repoussée, du coup, j'avais plus cette pression de me dire il faut que je le fasse en 6 semaines. Et du coup, j'avais beaucoup plus de temps et donc cette pression-là, elle s'est levée et j'ai pu, en gros, chaque jour partir avec l'objectif de faire le maximum que je pouvais dans la journée. Et quand j'avais terminé et je repartais le lendemain. Le moment où j'ai arrêté d'avoir cette pression de la deadline et j'ai juste essayé de faire le mieux possible chaque jour, ça s'est amélioré. Et j'ai senti que ça avançait pas beaucoup plus vite, mais il y avait plus cette pression psychologique qui se rajoutait à ça et qui n'était pas forcément utile. Par rapport aux deadlines, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu t'es imposé? Est-ce que tu t'es imposé des deadlines pour différentes étapes dans la rédaction du livre? Ou est-ce que tu as laissé ça plutôt libre? Et est-ce que tu dirais de manière générale que s'imposer des deadlines, c'est plutôt quelque chose qu'il faut faire ou plutôt quelque chose à éviter? Globalement, les deadlines, ça ne m'aide pas trop. Donc, j'en mets pas tellement, dans le sens où, généralement, ce que j'essaie de faire, c'est de démarrer un projet et de bosser dessus le plus que je peux jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et donc, du coup, le fait d'avoir une deadline, c'est un peu artificiel. J'ai pas l'impression que ça me fait travailler plus vite. Et au contraire, ça me met une angoisse supplémentaire, mais sans vraiment avoir de... Pour moi, ça fait pas travailler plus vite, quoi. Sur mes vidéos, j'ai jamais de deadline, et pourtant mes vidéos sortent, et généralement, elles sortent sur une durée courte. Enfin, sur la durée qui me semble raisonnable par rapport au travail qu'il y a à mettre sur une vidéo. Donc, j'ai pas l'impression que les deadlines m'aident, même si je sais que différentes personnes ont différentes expériences par rapport à ça. Après, sur le livre, c'est vrai que, en gros, j'avais un peu un trade-off qui était que moi, j'ai mon business derrière, j'ai pas mal de personnes qui travaillent pour moi, j'ai mes vidéos, j'ai mes formations, etc. Donc ça veut dire que pendant toutes les périodes où j'ai écrit le livre, il y a un manque à gagner assez significatif en termes de business derrière, simplement, tu vois. Et donc le fait de passer trop de temps à écrire le livre, je savais que ça allait significativement impacter le chiffre d'affaires et l'équipe et la productivité qu'on pouvait avoir derrière. Et le fait que mon équipe, tu vois, ils avaient aussi besoin de moi sur certains projets et que ces projets étaient en stand-by tant que j'étais en train d'écrire le livre. Donc j'avais aussi cette pression et c'est pour ça que je m'étais mis une deadline particulière pour le faire. Et aussi simplement parce que tu as un éditeur. Donc avec mon éditeur, j'avais dit, OK, pour publier à telle date, il faut que ça soit terminé de rédiger à telle date. Donc il faut que les relectures commencent à telle date, tu vois. Donc en gros, tu vas faire un rétro-planning basé sur les délais de publication de ton éditeur, sur une certaine date de publication du livre. Mais ça, c'est un facteur qui est externe et qui n'est pas un facteur que je prendrai en compte habituellement. J'ai très peu de deadlines externes qui me sont imposées. Et ça, c'est aussi un luxe de la manière dont je travaille. Et donc généralement, je fais les choses... en gros, je décide, tu vois, qu'on va le commencer maintenant et j'essaie de le faire le mieux possible dans la durée qui vient et c'est fini quand c'est fini.
Dans tes vidéos, quand tu parles de créativité, il y a un concept qui revient assez régulièrement, et t'en parles aussi, il me semble, sur la vidéo sur la rédaction de ton livre, c'est que, selon toi, on a un temps de créativité qui est limité chaque jour. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à mesurer? Comment t'en es venu à ce constat-là? L'idée, ça serait que chaque jour, tu peux peut-être avoir entre 3 et 4 heures de temps de cerveau créatif et de vraiment pouvoir faire ce travail-là, et qu'après, en fait, tu t'épuises. En fait, j'ai découvert que quand j'écris et quand je suis dans des tâches où je suis en train d'écrire, j'ai l'impression d'être un feignant, en fait. J'ai l'impression de me dire, putain, j'ai travaillé aujourd'hui et tu vois, je m'arrête et j'ai travaillé genre 4-5 heures. Je me dis, c'est pas beaucoup, tu vois, 4-5 heures. Même si pour la manière dont je traque mes heures n'est pas très généreuse, parce que je mesure uniquement les heures qui sont sur une tâche, et donc tout le truc de, voilà, quand les gens arrivent au bureau, prennent la pause café avec le collègue, etc., ça, je le compterai pas. Donc, ça ferait peut-être un peu plus que ça ferait peut-être l'équivalent de passer une journée au bureau, mais j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Mais inversement, un autre jour, je me retrouve, et il y a quelques fois, moins maintenant, mais avant, quand j'avais pas encore d'employé, c'était le cas, où je me retrouve à faire des tâches un peu plus techniques, mettre des pages en ligne, ou alors même faire beaucoup d'appels, et je peux tout d'un coup bosser 10 heures dans la journée, 12 heures dans la journée. Tu vois, là, cette semaine, je commence tous les jours à 8h30, et je finis tous les jours à 19h, du lundi au samedi. Et voilà, et je peux le tenir facile. Mais si j'essaie de faire ça et que c'était de l'écriture, je pourrais pas. Et en fait, dans ce calendrier-là, j'ai mes heures d'écriture qui sont un peu capées de toute manière, aussi dur que j'essaye, grosso modo sur les matinées, donc entre 3 et 4 heures. Mais après, je découvre que j'ai encore plein d'énergie et je peux travailler beaucoup plus, mais j'arrive plus à écrire, j'arrive plus à créer, j'arrive plus à synthétiser. Tu vois, donc tu as une limite naturelle là-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et c'est aussi intéressant de voir si tu vas lire différents auteurs. J'en parle dans ma vidéo sur la rédaction du livre, qui s'appelle Pourquoi ça prend aussi longtemps d'écrire un livre. Des exemples de Stephen King, par exemple, mais aussi d'auteurs comme Tim Ferriss. C'est un mec que j'aime bien qui s'appelle Taylor Pearson. Il y a un de mes auteurs fétiches qui s'appelle Ryan Holiday. Et en fait, quand je vais voir le processus créatif de toutes ces personnes, tu découvres qu'ils ont entre 3 et 4 heures de productivité par jour et que ça suffit. Et après, tu peux avoir plein de temps qui peut être tes appels, l'administratif, l'email, etc., qui s'ajoutent à ça et qui va pas forcément empiéter dessus. Mais tu peux pas éliminer tout ton travail administratif et te dire les 10 heures que je suis capable de passer à faire du truc dans ma boîte, je vais les passer à écrire, parce qu'au final ça marche pas et t'as vraiment un drop-off en fait. Et si tu es comme moi et tu quantifies beaucoup ça, donc moi quand j'écris mon livre, je quantifie chaque jour le nombre de mots que j'ai écrits et le temps que j'ai passé. Donc tu peux assez clairement voir quand les 2 heures que tu as fait supplémentaires, elles t'ont pas apporté beaucoup de mots. Et tu le vois très clairement parce que tu peux le quantifier. Tu vois, si tu quantifies sur le nombre d'écritures que tu as, bah, tu ralentis et tu te fatigues et tu t'épuises. Et il y a une limite naturelle à ça, je pense, qui se trouve, selon mon expérience, entre 3 et 4 heures. Est-ce qu'il y a des jours où tu n'avais carrément pas du tout de temps de créativité et où est-ce qu'il y a certains jours où tu n'as écrit aucun mot sur ton livre? Tous les jours où je travaillais sur le livre, j'ai travaillé sur le livre. Mais il y a vraiment des jours où je me traîne. Il y a des jours où je me traîne un peu plus que d'autres. Il y a des jours où je me traîne et je suis un peu en mode Asie. Je vais essayer d'atteindre les 1000 mots, coûte que coûte, tu vois, petit à petit. Mais j'ai l'impression que chaque phrase est un peu plus une lutte. Mais ça fait partie de ces éléments où c'est comme, tu vois, par exemple, faire du sport, faire de la méditation. C'est plus important de maintenir ton élan et ta dynamique de travail plutôt que cette journée, tu vois. Et je me dis, ok, cette journée, elle va pas être terrible, mais je suis prêt à sacrifier ces quelques heures pour me traîner à travers ça, pour maintenir ce rythme de j'écris tous les jours et pour pas mettre un précédent où bah ça me saoule aujourd'hui, j'ai pas d'énergie, je vais faire autre chose, tu vois. Et je pense que c'est aussi important de maintenir cette dynamique. Alors après, il y a des jours où les 3 ou 4 heures, elles étaient moins. Tu vois, il y a des jours où au bout d'1h30, je vais commencer à fatiguer. Il y a des jours où au bout de 2 heures, je vais commencer à fatiguer. Et je me dis, j'ai quasiment rien foutu en 2 heures. Je peux avancer beaucoup de mots. Je peux m'arrêter là. Parce qu'au moins, tu vois, j'ai démarré, j'ai fait le truc, j'ai maintenu mon habitude. Et à un certain point, ça sert pas à grand chose de me cogner la tête contre le mur. Donc il y avait des jours où je faisais beaucoup moins, et des jours où je faisais plus. Mais j'essayais de jamais avoir un jour où je faisais zéro. Parce que ça met un mauvais précédent. Dès que tu as raté un jour, le lendemain, bah, tu es tenté de rater. D'un coup, tu tombes dans ce truc où tu n'as pas avancé dessus pendant une semaine. Et là, c'est un peu la mort. Surtout si, comme moi, tu as quand même d'autres trucs à faire derrière et tu as un peu différentes choses à jongler. Donc, rapidement, il y a des choses qui vont venir remplir ce temps qui est libre. À partir du moment où toi, tu mets pas en l'occurrence, l'écriture du livre ou ton projet créatif en priorité, il y a rapidement des choses qui vont se retrouver pour remplir ça. C'est quelque chose que j'ai vu notamment chez les freelances. Si tu es freelance et que tu as tes propres projets créatifs et que tu as les demandes des clients, si tu fais pas ce truc où tu mets vraiment ce bloc un peu amovible de travail sur tes projets, ce temps-là, il va être très rapidement rempli en fait par des demandes qui sont extérieures. Et donc, c'est important de maintenir cet engagement, ne serait-ce qu'auprès de toi-même.
et de le traiter comme étant quelque chose d'un peu sacré, d'un peu prioritaire. C'est pour ça que moi je le fais. Quand j'arrive le matin, c'est ma première tâche et je commence par ça. Et c'est uniquement quand je sens que je suis arrivé au bout d'énergie sur ma rédaction, que ce soit parfois à 11h30 ou parfois à 15h, que je vais passer à la suite. Ouais, bah, moi qui suis en freelance, c'est exactement le cas parce que au début, quand j'ai commencé et que j'avais pas énormément de clients, je faisais beaucoup de projets perso. Et là, j'ai l'impression depuis quasiment un an que j'ai plus du tout le temps pour mes propres projets et j'arrive pas à investir du temps dessus. Et j'ai l'impression que mon temps, en gros, dès que j'ai du temps qui se libère, il se remplit automatiquement par d'autres tâches qui sont liées à mon activité, quoi. Par rapport toujours à l'écriture de ton livre, dans l'écriture, il y a un phénomène qui est assez connu, qui est le phénomène de résistance. En gros, ça peut s'apparenter à de la procrastination, qui fait qu'on a vraiment du mal à se mettre à l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré, toi? Est-ce qu'il y a vraiment des jours où tu avais une boule au ventre et une peur de te lancer sur le projet et vraiment pas envie de te mettre dessus? Ouais, quasiment tout le temps. Donc ça a été présenté dans le livre de Steven Pressfield qui s'appelle La guerre de l'art. Et la manière dont lui l'explique est assez intéressant parce qu'il t'explique que c'est quelque chose qui sera toujours là, qui va jamais disparaître, c'est juste une résistance, t'as pas envie de créer ce truc et t'as une force en fait, c'est un peu comme la gravité, t'as une force contre laquelle tu dois pousser pour pouvoir accomplir ce que tu veux. Moi j'ai toujours eu ça, et j'ai toujours ça sur le processus de créativité, et c'est aussi pour ça que, en fait si t'avais pas ça, toute cette obsession qu'on peut avoir dans le domaine créatif et entrepreneurial aussi, sur les routines, en fait, tu n'aurais pas lieu d'être. Et beaucoup de cette obsession pour les routines et pour la répétition et pour avoir un créneau que tu protèges pour le faire, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu n'avais pas de résistance envers cette tâche-là, tu pourrais la faire n'importe quand et tu pourrais le mettre et le traiter de manière beaucoup plus légère, en fait. Et le fait d'en faire un truc sacré, d'un espèce de gros bloc que tu mets, que tu priorises, que tu as une espèce de routine, de rituel, il faut que je sois là, avec mon casque, avec ma musique, avec mon café, avec mon machin, dans mon bon bureau, c'est parce que sinon, en fait, tu n'arrives pas à surmonter cette résistance où tu as facilement des excuses, où tu as du mal à travailler dessus. Et pour moi, c'est important du coup d'avoir un petit peu, dans les matinées notamment, un espèce de tunnel dans lequel je vais être, où il y a aucune interruption extérieure qui peut m'arriver. Du moment où je me réveille, j'ai toute une routine pour arriver au moment où je vais commencer à écrire. Et j'essaie de le préserver pour qu'il n'y ait pas d'excuses qui puissent s'insérer et qu'il n'y ait pas pour minimiser en fait la résistance, parce que c'est un peu comme si tu veux faire du sport. Il y a un autre domaine où il y a de la résistance, c'est sur le sport, tu vois. T'as pas envie de le faire, quoi. T'as un peu la flemme. Ça serait l'équivalent de la flemme pour le sport. Mais ce que tu découvres, c'est que si tous les jours tu vas courir à 17h, tous les jours tu vas courir à 17h, tu vois, à un certain point, l'automatisme est plus fort que la flemme. Et tu veux pas être dans la situation où tu es toujours en train de combattre la flemme et de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, d'y aller à différents moments dans la journée et d'être toujours en train de peser le pour et le contre, parce que ça va t'épuiser. Et bien souvent, le contre va gagner. Et ici, le fait d'avoir cette routine, moi, c'est ce qui me protège de ça. Mais tu me retires la routine, et d'un coup, je suis plus capable de rien faire. J'avais de la famille qui était là pendant les vacances, donc on a un peu bougé, on a fait différents trucs, et d'un coup, j'étais inutile. J'avais plus avancé, j'avais plus mon setup, tu vois. Toute ma routine était bloquée, et du coup, j'avais beaucoup de mal à être créatif. Et d'ailleurs, il y a une période où j'avais un lancement, et j'avais pas d'idée, j'avais l'impression d'être épuisé, etc. Alors que je sais que j'aurais été dans ma routine, je l'aurais fait, et j'aurais pas senti cet épuisement particulier. Bon bah écoute, on est quasiment à la fin du podcast, donc je vais passer rapidement sur les questions de fin. Alors je sais que tu lis beaucoup. Est-ce que tu aurais un livre sur le thème de la créativité ou sur ce thème de résistance à conseiller? Sur la résistance en soi, si les gens n'ont pas lu la guerre de l'art de Pressfield, c'est assez excellent. Si on a un que j'aime bien recommander, qui s'appelle Save the Cat en anglais, il est aussi traduit en français, mais il faudrait que les gens aillent chercher le titre, parce que le titre français est totalement différent. Je crois que l'auteur c'est Snyder, S-N-Y-D-E-R. Ouais, et Blake Snyder. Ouais, c'est probablement ça, Blake Snyder. Donc c'est un livre, j'en parlais tout à l'heure, sur les scénarios hollywoodiens et comment ils sont structurés, comment ils sont construits. Et je trouve ça intéressant pour réfléchir en termes de process. Il y a un côté assez, entre guillemets, commercial dans ce livre. C'est un livre qui cherche à réfléchir à comment est-ce que tu fais des scénarios, vraiment les films hollywoodiens, tu vois. Comment est-ce qu'ils sont structurés, comment est-ce qu'ils sont construits, comment est-ce que le héros est introduit. Mais je trouve ça vraiment intéressant pour réfléchir en termes de framework et en termes de process et en termes de base. Tu dis, ok, un film hollywoodien, c'est structuré comme ça, j'avais jamais pensé, je pensais que c'était juste les gars écrivaient quelque chose, mais en fait non, il y a une certaine structure qui doit être suivie, une structure qui a été prouvée, qui fait que le film fonctionne, mais au sein de cette structure, tu peux innover, tu peux avoir beaucoup d'idées, tu peux accomplir beaucoup de choses. Et après, tu peux aller voir tes films préférés,
qui sont des gros films hollywoodiens. Je sais pas moi, récemment, je me suis replongé un petit peu dans Ocean's 11, par exemple, qui est un film qui est vraiment super cool, tu vois, c'est un super bon film. Mais si tu le décomposes du point de vue du scénariste, tu dis ah ok, c'est ça les mécanismes, comme ça que ça fonctionne, comme ça qu'ils ont set up l'information. Et je trouve ça, pour moi vraiment, comme je te disais, la créativité c'est vraiment recombiner des idées. Et du coup, un truc qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre quelque chose qui est un produit fini, bien lisse, et d'essayer de le casser un petit peu, d'essayer de décomposer le truc et d'essayer de comprendre ok comment ça marche, ouvrir un peu le truc, regarder ses tripes et comprendre les rouages en fait totalement cachés, parce que pour qu'un film fonctionne, tous ces rouages scénaristiques ils doivent être cachés. Et si tu les vois, bah ça te sort du truc. Tu vois, et les meilleurs films le masquent. Mais si tu reviens avec cet angle de vue-là, tu peux commencer à décomposer ces films ou aller voir, je sais pas, Star Wars, Seigneur des Anneaux, aller voir tous les films que tu peux aimer ou une comédie romantique. Tu vas comprendre les rouages de la comédie romantique, c'est vachement intéressant. Et moi, ça me stimule en termes créatifs. Ça me stimule de dire, ok, tous les trucs que je vois autour de moi et qui sont super cool et je me dis comment je pourrais faire un truc aussi cool, et ben je peux aller plus loin et je peux commencer à les triturer un petit peu, essayer de les décomposer, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, et peut-être que je vais apprendre 2-3 trucs en faisant ça, parce que bah il y a quelqu'un derrière qui l'a fait. Il est probablement pas arrivé en jour 1, il a probablement pas écrit son scénario, il a probablement écrit un truc qui marchait pas trop, il l'a amélioré au fil du temps, il a cherché à équilibrer mieux son scénario, etc. Donc il y a un vrai travail qui est derrière, et peut-être que je peux apprendre quelque chose en essayant de décomposer le résultat. Dernière question du podcast. C'est quoi pour toi ta vision à 10 ans? Comment est-ce que tu vois Stan Leloup dans 10 ans? Ma vision aujourd'hui, c'est de continuer de faire ma chaîne. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, on a parlé beaucoup de créativité, mais en tant qu'entrepreneur, j'ai un peu un dilemme entre les deux. C'est-à-dire que, est-ce que tu veux développer ton équipe, recruter plein de gens, monter une grosse organisation, et dans ce cas-là, bah, tu n'auras pas autant de temps pour la créativité, ou est-ce que tu veux juste être créatif, faire ton truc et faire tes vidéos et faire tes livres et faire ton truc, mais d'un autre côté, tu abandonnes un peu ce côté entrepreneur. Et moi, je suis un peu vraiment entre les deux parce que j'adore faire mes vidéos et faire ma créativité, et d'un autre côté, je trouve vraiment que faire du business, c'est super cool et c'est super intéressant et ça me passionne, et il y a plein de projets que j'ai envie de faire, et ces projets demandent aussi d'avoir des ressources financières et aussi d'avoir une équipe, etc. Et donc, le trade-off et l'équilibrage que j'ai trouvé entre les deux, c'est de essentiellement continuer à développer mon équipe. Donc aujourd'hui, on est 5. Et petit à petit, de permettre à ces gens de prendre de plus en plus d'autonomie sur leur projet jusqu'à un point où ils sont quasiment autonomes. Donc moi, j'essaie de monter presque un système de... Tu pourrais penser à ça comme un espèce d'incubateur ou un espèce de système où, au lieu d'avoir un système pyramidal où moi, je suis au sommet, mais du coup, je vais passer tout mon temps à faire des ressources humaines, grosso modo, ce qui se passe quand tu commences à recruter pas mal de monde, tu peux pas forcément passer autant de temps à écrire tes vidéos dans ton coin. Garder et continuer à pouvoir écrire mes vidéos, mais me servir de la notoriété que j'ai sur Marketing Mania, du réseau que je peux développer grâce à ça, de l'audience que je peux avoir grâce à ça, pour monter des projets qui sont annexes avec mon équipe qui peut les gérer de manière quasiment autonome et avoir leur propre autonomie sur certaines choses. Ça répond aussi à un autre problème qui est que quand je recrute quelqu'un aujourd'hui qui est super ambitieux, super talentueux, forcément il se demande jusqu'où est-ce que je peux progresser dans cette boîte. Mais quand tu regardes ma boîte aujourd'hui, la personne qui rentre sait qu'elle ne sera jamais calife à la place du calife. Elle ne sera jamais la personne qui présente les vidéos, et qui fait tout le marketing, etc. Puisque la boîte reste quand même beaucoup centrée autour de moi. Et donc la personne se dit, si je suis chez Marketing Mania, je serai toujours un numéro 2. Je serai toujours quelqu'un qui est un petit peu plus dans l'ombre, qui est derrière les coulisses, etc. Et si la personne est en train de se dire, moi je suis content d'être numéro 2 pendant 3 ou 5 ans, mais à terme, moi j'ai envie d'être le boss et prendre les décisions et être sur le devant de la scène, ce que je lui dis, c'est, ok, on va faire ça. Et à terme, tu vas pouvoir monter ta propre... filiale, ta propre succursale, ta propre truc qui est séparé. Moi, on aura un accord financier là-dessus où je te soutiens financièrement, je t'aide en termes marketing, je t'aide en termes aussi de recrutement, parce que un des avantages qu'on a sur Marketing Mania, c'est que dans l'audience, on a plein de gens qui sont super motivés, qui sont bien formés, qui sont intéressés, et donc on peut trouver des talents comme ça pour staffer un peu ces organisations. Donc je verrai comme ça, tu vas pouvoir continuer à développer ces projets entrepreneuriaux sans avoir à abandonner le côté créatif de faire des vidéos qui, moi, continuent à me plaire et qui est aussi ce qui m'a amené ici. Et ce serait dommage de l'abandonner pour aller faire autre chose. Écoute, merci beaucoup Stan. Pour les gens qui aimeraient suivre ton travail, où est-ce qu'on peut les envoyer? Pour les gens qui sont intéressés par mon livre qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos, ils peuvent se rendre sur marketingmania.fr/empire. Il y aura le sommaire et tous les liens pour pouvoir le commander, pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir comprendre ce que c'est, ce que ça apporte et les bonus qui viennent avec le livre. Pour les autres, la chaîne YouTube s'appelle Marketing Mania, le podcast s'appelle Marketing Mania, dans lequel je fais des conversations avec des entrepreneurs du web, et le site web s'appelle marketingmania.fr.
Merci beaucoup Stan. Merci à toi pour ton invitation, c'était cool. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, dites-moi dans les commentaires qui est-ce que vous aimeriez entendre pour un prochain épisode. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.